Alors bonjour à tous, je suis très ravi de vous retrouver pour une première vidéo sur la chaîne qui consistera, j'espère, à faire plusieurs tutoriels, plusieurs cas pratiques, plusieurs utilisations de QGIS, de Postgre, du SQL, de R, enfin de tout ce qui aura rapport avec la géomatique, donc à travers plusieurs tutoriels pour apprendre un petit peu à tout le monde à utiliser certains outils. Alors je me prétends pas être expert, loin de là. Je juste pense que j'utilise QGIS, enfin je fais de la géomatique de base dans mon travail. Euh, donc ça fait quelques années, ça fait deux ans, et en même temps je suis en alternance. Et donc voilà, je voulais juste transmettre un petit peu quelques connaissances qui peuvent être pratiques, que je mobilise au travail et qui peuvent servir, je pense. Donc là, pour commencer, je pense qu'une bonne idée, c'est de parler un petit peu des atlas et de générer un petit peu des atlas dynamiques avec QGIS. Alors, les atlas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet de faire? On va prendre un exemple ici. Voilà, ça c'est un projet, par exemple, c'est un projet que j'avais à l'école et puis en même temps avec mon master, c'est de développer, j'avais développé en script Python. On va pas parler de Python ici, hein, ce serait un autre sujet. Mais j'avais développé en script Python en fait en Atlas, donc du coup, comme vous voyez un petit peu l'utilité, c'est que ça va sélectionner une commune ou on va dire une entité en fonction d'une couche, et puis ça va à chaque fois dupliquer une série de cartes, ça va faire une série de cartes sans changer le layout, sans changer la mise en page, mais ça, voilà, ça va faire une série de cartes avec les mêmes formats. Donc là, à chaque fois, il y avait la carte de localisation ici, la commune en question, et puis donc le nom qui s'affiche, qui se met à jour, etc. Et voilà, donc c'était le genre de projet que j'avais fait, donc ça c'était pour l'école, mais voilà, ça c'était pour juste montrer un exemple d'Atlas, de ce qu'on peut faire. Donc ça c'était fait Python et QGIS. On va pas faire de Python aujourd'hui, mais par contre ce processus-là, évidemment, il peut être fait ici directement depuis QGIS. Là, on va se retrouver autour d'un projet que j'ai pris totalement au hasard, hein. J'ai pris des couches un peu random. Donc là, par exemple, j'ai le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France. J'ai les communes, c'est important, ça c'est les couches, donc les couches communales, donc les limites communales, des postes électriques, voilà, et j'ai voulu mettre l'aléa retrait gonflement d'argile pour les superposer. Et également, j'avais rajouté les ZAC pour une utilisation précise qu'on verra après. Et puis voilà. Et donc, en fait, là, on va directement passer au cas pratique. On va directement commencer par générer l'atlas. Alors, l'atlas, on va aller en mode mise en page. On va aller ici. Voilà. J'ai déjà fait le travail de mise en page parce que voilà, j'estime que c'est pas le plus important, on va dire. Le plus important, c'est parce que si vous êtes sur la vidéo, c'est que vous êtes plus intéressé par l'atlas que pour la mise en page, je pense. Donc là, une fois qu'on arrive sur cette mise en page totalement classique, hein, il n'y a rien de spécial. Pour générer un atlas, en fait, QGIS vous mâche pas mal le travail parce que QGIS propose directement ici, je voyais en haut de l'écran, juste paramètres de l'atlas. Et donc depuis là, si vous cliquez dessus, automatiquement, donc il y a l'onglet pour les propriétés de l'objet de l'atlas, enfin pour les paramètres de l'atlas qui viennent ici, et vous pouvez tout simplement appuyer sur générer un atlas. Voilà. QGIS vous propose assez simplement de générer le rendu. Maintenant, à partir de là, le plus important, c'est ici la couche de couverture. La couche de couverture, comme j'ai dit moi tout à l'heure, on va essayer de faire en sorte que l'Atlas couvre les 36 communes du département des Hauts-de-Seine. Donc, on va prendre la couche commune. Donc, ça veut dire que l'Atlas, en fait, va se déplacer de commune en commune. Donc, pour chaque entité, les 36 entités, il va créer des mises en page et donc créer des cartes que vous avez vues sur l'exemple tout à l'heure. Il faut savoir que vous pouvez faire des atlas à partir de tout type d'entités. Vous pouvez faire, par exemple, avec des iris, vous pouvez faire avec des pays, des départements. Enfin, à partir du moment où vous sélectionnez la couche de couverture ici, l'Atlas va se déplacer d'entité en entité, simplement. Le nom de la page, c'est très important. Alors lui, il appuie automatiquement le nom de la commune, c'est pourquoi pas. Faut savoir que c'est mieux de laisser un nom qui soit reconnaissable et surtout qu'il soit mobilisable. C'est-à-dire que là, on va laisser le nom de la commune, c'est très bien. Ça va être très utile parce qu'en fait, ça va définir le nom de la page pour chaque layout. On va dire que là, par exemple, lorsque je vais le générer, on aura le choix entre les 36 communes. Et donc, par exemple, si je vais sur une commune qui sera Anthony, la page va s'appeler Anthony. Et ça va être très important pour notamment rendre le truc dynamique. Et donc, c'est mieux de le retenir tout de suite. Ici, on peut filtrer, on peut mettre un attribut de filtre. C'est-à-dire si, par exemple, on veut que l'atlas se fasse uniquement sur on va dire, population, les communes qui ont plus de 80 000 habitants, on va prendre au hasard. Il y en a quelques-unes, voilà, je pense que si on lance, et c'est ici, on appuie pour générer l'atlas.
Et il y en a 6, ouais. Il y a 6 communes qui ont plus de 80 000 habitants. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va enlever le filtre. Mais apparemment, on peut mettre un filtre si vous voulez juste faire un établissement public territorial. Et que c'est, voilà, c'est juste ça. On va mettre ordonné plutôt, ordonné par INSEECOM, c'est code INSEE. Voilà. Et donc, vous voyez ici, il y a les 36 communes qui viennent, qui sont rangées par ordre INSEE. Donc, la plus, donc ça commence par Anthony. Et en fait, le d'Atlas, il va déjà, une fois qu'il sera paramétré, se déplacer de commune en commune. Pour le paramétrer, il faut tout simplement cliquer sur la carte, ici la carte, vous allez dans les propriétés de l'objet et vous voyez c'est déjà mâché, il y a déjà écrit contrôlé par l'Atlas. Contrôlé par l'Atlas, c'est-à-dire que voilà, ça va se déplacer d'entité en entité en fonction de ce qui est de la page en question. Là on est sur Agnières-sur-Seine, donc c'est sur Agnières. On va aller à Bagneux, vous allez voir ça se déplacer automatiquement. Et ça va zoomer, en fait ça va faire le zoom, le cadrage sur Bagneux. La marge, vous pouvez réduire, augmenter la marge, par exemple 50%, c'est-à-dire que ça va dézoomer, donc on verra plus un petit peu le contour autour. 0%, ça veut dire que ça va vraiment se mettre au bord du cadre. Là, on va mettre 10%, c'est un bon ratio. Je vous conseille de créer un cadre, donc moi j'ai créé des rectangles, je conseille de créer un cadre sur lequel vous allez mettre la carte ensuite. Parce que si vous faites pas ça, en fait, et que vous mettez par exemple directement une carte qui va faire toute la mise en page, vous allez vous retrouver avec des problèmes d'échelle et vos objets vont pas apparaître, etc. Donc c'est mieux de mettre un cadre, et ça, avec une petite marge de 10%, c'est très bien. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va vraiment commencer à entrer dans la partie dynamique. Là, c'était vraiment juste la génération de l'Atlas en elle-même. C'est très simple, c'est très facile. Le travail est mâché. Maintenant, pour aller un peu plus loin, là, par exemple, j'ai mis un truc qui s'appelle sous-titre. Il faut savoir que là, par exemple, on peut mettre juste le nom de la commune. Qui, si ici, ce petit truc champ qui apparaît, il vient uniquement parce qu'il y a un atlas qui est généré, qui est paramétré. S'il n'y avait pas d'atlas paramétré, ici, ça ne mettrait pas champ, ça mettrait juste propriété de la carte et exactement le nom de la mise en page. Là, on va mettre champ, et par exemple, on va mettre le nom, juste nom, voilà, le nom de la commune, c'est ce qui va venir apparaître et qui va, du coup, voilà, qui va s'adapter en fonction de la commune choisie. Il y a deux autres manières de le faire que je recommande un peu vivement. Donc là, on va effacer ça. On va éditer l'expression. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nom de la page actuelle, le nom de la page actuelle correspond au nom de la commune. Du coup, si on vient et qu'on met arrobase dans l'expression atlas page name, c'est déjà écrit, vous voyez, ça met déjà Bois Coulombe. Ça va mettre automatiquement le nom de la commune puisque ça correspond au nom de la page de l'Atlas. C'est quelque chose de très important parce que c'est ça qui va rendre un peu les choses dynamiques. Il y a également une troisième manière de le faire que je recommande vivement, que je recommande également à mes collègues au travail, parce que ça évite les erreurs, c'est d'aller interroger directement la table attributaire de l'Atlas, enfin de l'entité d'Atlas. Et donc pour ça, il faut utiliser attribute Atlas feature, donc c'est l'entité de l'Atlas sélectionnée. Et là, ça va retrouver automatiquement, vous allez voir, voilà, ça retrouve automatiquement le nom des champs, parce que ça va interroger la table attributaire. Et donc là, techniquement, je demande juste à QGIS d'aller chercher le nom de la commune sélectionnée par l'Atlas. Et donc là, on est sûr de ne faire aucune erreur. Et voilà. Donc là, déjà, on a un sous-titre qui va s'adapter en fonction de la carte et de la commune sélectionnée. On peut évidemment combiner ça avec une autre phrase classique. Donc là, je vais supprimer ça, par exemple. Et je peux écrire une phrase typique. J'ai déjà préparé un texte à ce sujet-là. On va essayer d'écrire ça. Je mets là. Vulnérabilité des infrastructures au retrait informatique. A. On met les deux barres pour pouvoir faire une concaténation. Et là, on écrit encore une fois attribute. Vous avez le choix, hein. Vous avez trois manières d'écrire, comme j'ai dit, mais là, je pense que c'est mieux de mettre attribute, atlas, feature. Et là, encore une fois, on met le champ nom qui va apparaître. Et là, vous avez donc une magnifique phrase qui vient et qui se met à jour à chaque fois que vous changez de commune. Et c'est très intéressant. Ça rend le truc un peu dynamique. Et ça, comprendre cet aspect-là, c'est le début de quelque chose d'important, d'intéressant. Parce que moi, je veux vraiment rendre tout ce qu'il y a sur la carte dynamique. Que ce soit la légende ou la carte en elle-même. Et par exemple, j'aime beaucoup sur mes cartes, vous le voyez notamment ici, j'aime beaucoup mettre un petit masque autour de la commune, histoire qu'on fasse un véritable focus sur la commune. Ça, on peut le faire directement sur QGIS avec notamment les polygones inversés. Pour ça, juste on duplique la couche concernée. On va mettre ça là. On va l'appeler, pour pas s'embrouiller, poly inversé.
On va dans sa symbologie, ici. Et là, vous voyez, si vous mettez polygone inversé, et que vous mettez là en remplissage, voilà. Il a mis un masque tout seul parce que c'est ce que vous avez paramétré en fonction de la couleur que vous avez choisie. On va mettre blanc avec 80% d'opacité, c'est très bien. Ça permet de voir un petit peu le contour autour. Mais là, encore une fois, si je laisse comme ça, le masque, il est juste actif sur la couche de base qui est commune. C'est-à-dire sans être dynamique. Pour le rendre dynamique, ici, on lui met symbole unique. On va simplement mettre ensemble de règles. Et là, on va définir un filtre. Et là, encore une fois, il y a deux manières d'écrire. Comme je vous ai montré, soit vous mettez que, vous allez dans le champ, vous mettez que là, le nom égale, du coup, à l'entité Atlas qui est sélectionnée, donc arrobase Atlas page name. Et là, vous allez voir que automatiquement, il a fait son travail. Vous voyez, on était sur la commune de la Garenne-Colombe, donc il a vu que enfin, il a fait son petit masque. On peut recharger la page, voilà. Il va s'adapter. On va aller sur Gennevilliers. Il va s'adapter à Gennevilliers. Il va mettre le masque autour de Gennevilliers, c'est parfait. Soit vous faites comme ça, ou alors vous faites la manière sans erreur qui est, donc nom est égal, c'est la même idée, hein, attribute, mais juste ça évite les erreurs parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas en nom de page, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mettent pas en nom de page le nom de la commune ou le nom de l'entité, en tout cas, et ça peut donner des erreurs. Donc là, on met juste là, c'est la même chose, c'est la même écriture, et vous voyez que ça marche également sans aucun problème. Si je retourne sur là, je choisis une autre commune, ici les Moulineaux, il va zoomer sur ici les Moulineaux, ça a totalement marché. Et cette méthode-là, ces deux méthodes-là sont très 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 pratiques, notamment pour rendre le tout dynamique. On va aller un peu plus loin, on va par exemple, je veux que, vous voyez, il y a aussi les paramètres des ZAC. Alors les ZAC, moi je veux que le nom des ZAC, on va dire qu'on veut le nom des ZAC, quand même que ça apparaissent, parce que c'est important. Si on met juste étiquette simple, vous voyez, toutes les ZAC portent un nom. Toutes les ZAC prennent un nom. On va changer le type d'écriture, on va mettre ça en blanc avec un contour. Bon, voilà, on a peut-être un arrière-plan. Un arrière-plan, on va mettre un arrière-plan gris. Ouais, on va faire ça comme ça, voilà. C'est pas très beau, mais c'est pas grave. Voilà. Toutes les ZAC ont un nom. Voilà, et ça passe à chaque fois. Mais nous, est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Pas vraiment. Nous, on veut quand même que ce soit un peu dynamique. Et du coup, on veut notamment que les noms des ZAC apparaissent uniquement lorsque la ZAC est contenue dans la commune. Donc, par exemple, si on est sur ici Louis-Neuf, on voudrait que juste la ZAC Léon Blum, enfin, le nom de la ZAC Léon Blum apparaisse. Comme ça, on se concentre uniquement sur ça. Alors, pour ça, vous allez encore une fois donner des étiquettes. Au lieu de mettre étiquette simple, sur la même idée que le polygone inversé, vous mettez étiquette basée sur les règles. Et là, du coup, vous rentrez la règle, c'est le filtre, c'est le même filtre que tout à l'heure. Et là, du coup, il faut faire attention. Alors, soit vous êtes sûr et certain, en ayant consulté vos tables attributaires que les champs sont communs. Soit vous êtes sûr et certain que c'est les champs, par exemple, au niveau des noms, du nom de la commune, il est commun avec le nom de l'Atlas. Soyez sûr et certain, donc là ça a marché, parce que je sais, je l'ai vérifié. Mais moi, je déconseille vivement d'utiliser les noms des communes en tant que champ commun, parce qu'il y a plusieurs erreurs qui peuvent être faites, tant au niveau des tirés, des accents, etc. C'est jamais écrit de la même manière. Du coup, je conseille plutôt d'utiliser en fait les codes INSEE. C'est un peu plus, c'est un peu mieux. Et donc pour ça, on va venir ici, on va supprimer ça. Et puis on va partir sur ici, il me semble que le code INSEE est renseigné avec INSEECOM, voilà, est égal. Et encore une fois, vu que le code INSEE, ce n'est pas le nom de la page, vous vous rappelez, le nom de la page, de la page de l'Atlas, c'est la commune. Donc là, on est obligé d'utiliser attribute. Pour éviter les erreurs, on est obligé d'utiliser attribute, Atlas feature, comme j'ai montré. Et là, ce sera du coup INSEECOM. Il me semble que c'est le nom de. On va vérifier de toute façon. Je suis presque sûr que c'est bon. Voilà. Comme ça, il va directement se calquer sur le code INSEE. On va vérifier que ça marche bien. On va aller à Developer. Il n'y a pas de Zach à Developer, donc c'est un peu dommage. Malakoff, il y en a. Malakoff, voilà. Vous voyez que ça apparaît unique, ça fait uniquement apparaître donc le nom de la ZAC qui est à Malakoff parce qu'on a fait du coup une espèce de. C'est pas vraiment une jointure, hein, on n'est pas jusque-là, mais on a fait une correspondance entre le code INSEE de la commune
sélectionné par l'Atlas et le code INSEE de la ZAC correspondante. Voilà. Donc là, c'est déjà un premier aperçu de tout ce qui est possible de faire. Mais là, encore une fois, depuis tout à l'heure, on est que sur des trucs attributaires. On va aller maintenant au niveau géographique. C'est-à-dire, on va essayer de faire des géotraitements, parce qu'on peut faire des géotraitements directement à partir de l'Atlas. Donc là, par exemple, moi, ce que je veux, j'ai préparé un petit truc qui s'appelle texte. Ici, dans ce petit encadré-là, je veux connaître le nombre de postes électriques qui sont contenus dans chaque commune. Voilà, on va commencer par ça, juste le nombre. Je veux que automatiquement QGIS, avec son atlas, me dise il y a, je sais pas, 75 postes électriques à Malakoff, il y a 30 postes électriques à Levallois-Perret, etc. Je sais pas, je donne des nombres au hasard, mais je veux en tout cas que ça s'adapte en fonction de l'entité Atlas. Et je veux donc pour ça que ça fasse un géotraitement et que ça fasse donc une intersection entre les postes électriques et l'entité Atlas choisie, sans pour autant aller jusqu'à faire des nouvelles couches, faire des scripts Python, etc. Non, non, non. On va faire en sorte que l'Atlas paramètre tout. Et c'est possible de le faire, tout simplement en utilisant des agrégations et des paramètres d'agrégation, également ce qu'on appelle Atlas Géométrie. On va voir ça tout de suite. Par exemple, je vais juste supprimer ça. Je vais commencer une phrase disant, qu'est-ce que j'avais mis? Exposition, exposition des, et là, je vais fermer les guillemets, mettre ça. Euh, et là, on va juste faire ça. Et là, on commence à écrire l'agrégation. Donc, c'est aggregate. On ouvre la parenthèse. Là, QGIS vous match un petit peu le travail dans la mesure où il vous dit exactement ce qu'il faut remplir et dans quel ordre. Et donc, c'est très bien. Nous, par souci du détail, on va quand même écrire de façon entière. Donc, au lieu de mettre directement le nom du layer, donc de la couche, on va écrire directement ici layer, deux points égale, entre guillemets, le nom. Alors, je crois que j'ai écrit de cette manière-là. Attention, hein. Là, il faut écrire exactement de la même manière que c'est sur le projet. On met virgule, on va à la ligne. Ensuite, on continue. Donc, l'agrégat ici, donc c'est compter. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, si vous voulez des valeurs numériques, par exemple, vous voulez savoir la moyenne du voltage dans une commune, là, l'agrégat sera min, et ce sera à peu près dans la même idée. Expression. Juste après, voilà, expression, c'est le champ en question. Là, très honnêtement, pour compter, il n'y a pas vraiment besoin. On peut mettre n'importe quel champ, ça va marcher, en fait. Il y a pas besoin de mettre un champ particulier. Mais si, par exemple, comme je disais dans l'exemple de la, du voltage moyen, il faudra mettre du coup le champ numérique en question. Ensuite, le filter, et là, c'est le filtre. Donc, on veut donc une intersection entre Atlas géométrie, donc il va aller interroger la géométrie, donc le contour de l'entité de l'Atlas, donc de la commune, et on a ça en joint la géométrie, enfin dollar géométrie, voilà, je fais pas d'erreur, voilà. Et là déjà, quand on ferme la parenthèse, les deux parenthèses, il y en a deux, attention, on voit déjà exposition des 112, il a déjà compris qu'il y a 112 postes électriques à Malakoff, et là on va finir juste notre écriture. On va finir donc exposition des postes électriques présents dans la commune de. Et là, on fait juste ça, comme ça. Et on peut continuer l'écriture. Hein. Hop. Et juste pour être sûr, on met attribute. On ouvre la parenthèse encore une fois. Atlas, vous avez compris maintenant de la logique en fait. Atlas feature, non. Voilà, là je pense que maintenant vous avez compris la logique. Et là, vous allez voir qu'il y a un texte qui va se mettre automatiquement à jour pour toutes les communes. Donc, exposition des 112 postes électriques présents de la commune de Malakoff. Ok, on va aller à Bourg-la-Reine pour voir est-ce que ça change. Et vous voyez, ça change automatiquement. Exposition des 74 postes électriques présents de la commune de Bourg-la-Reine. Il y a autant d'exemples que l'on peut, hein, quand on veut. Et donc là, c'est vraiment le vrai potentiel des atlas. C'est que au dehors de juste sortir des cartes, voilà, ça se met à jour, ça peut réaliser donc des géotraitements. Là, c'est un exemple assez classique, mais on va aller beaucoup plus loin dans l'expression. Par exemple, là, vous voyez, ici, l'expression, elle est pas longue, elle est assez courte. On peut aller beaucoup plus loin. Et donc, par exemple, il m'est déjà arrivé de faire des projets où, donc, sur chaque page de l'Atlas, je dois notamment calculer, on va dire, là, j'aurais dû calculer, enfin, déterminer le nombre de postes électriques présents dans le retrait gonflement d'argile de chaque commune. Et donc ça fait une double intersection, ça fait un double calcul.
un double géotraitement plutôt, pardon. Et donc voilà, c'est vraiment le potentiel, il y a un potentiel assez infini, on peut aller très 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 loin. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. On va également paramétrer la légende qu'elle soit dynamique. Là, première chose, il faut décocher une mise à jour automatique de la légende. C'est une très mauvaise chose de laisser activer ce truc-là. De base, je conseille à tout le monde de l'enlever. Et là, on va cocher et ne montrer que les entités à l'intérieur de l'atlas courantes. On clique sur ça. Et là, du coup, ça a automatiquement donc filtré ce qui apparaît sur la commune. Là, notamment, on voit que l'aléa faible est parti. Généralement, sur tout le département, il n'y est pas. On peut aller sur une autre commune, par exemple, je sais que la Graine Colombe, il n'y a pas d'aléa fort. Vous voyez, l'aléa fort disparaît de la légende. Et vraiment, là, on commence à aller dans un truc très intéressant. On commence vraiment à rendre la carte dynamique. Parce qu'en fait, en fonction de chaque entité, de chaque commune, la carte va changer en fait, va faire apparaître autre chose, va s'adapter. Donc que ce soit là, ici au niveau de, là on peut même aller un peu plus loin, on va mettre un rendu HTML et là on va mettre en gras par exemple, on va mettre des balises grasses pour notamment, on va le fermer ici, on va faire ça, on va faire la balise. Voilà. On met en gras, par exemple, le nombre simplement de postes électriques. On peut faire la même chose ici. On va mettre ça en gras. Voilà. Ou on peut le terminer, on peut ne pas le terminer, ça n'a rien changé. Mais en gros, on a une carte qui donc s'adapte en fait, enfin des valeurs qui s'adaptent en fonction de la carte. Et parce que là, l'Atlas, on touche à quelque chose de très intéressant au niveau de l'Atlas. C'est vraiment ce côté dynamique. C'est le fait de pouvoir donc faire des traitements géographiques un peu. Là, au début, là, on a fait qu'un truc très simple, mais comme j'ai dit, on peut faire des trucs très poussés et faire en sorte que ça s'adapte et que ce soit duplicable sur toutes les communes et sur tous les projets. Donc là, maintenant, tout ce qu'on a à faire, on a. Bon, c'est pas. Je vous avoue qu'elle est pas très belle la carte, hein, parce que si on passe un peu plus de temps dessus, on peut rendre le rendu un peu plus sympa. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est juste exporter l'atlas. Vous avez le choix entre PDF et image. On va mettre PDF. Vous sélectionnez un endroit, une zone d'export, et ensuite il va faire tout seul le travail en background. Et donc, on peut vérifier que ce travail est en train d'être effectué ici, notamment. Mais donc là, on voit bien que lorsqu'il fait ça, alors ce que Gis fait, il c'est pas qu'il plante, mais il est un peu capricieux. Du coup, faut pas trop le pousser non plus. Et il va faire les 36 communes. J'aurais pu faire beaucoup moins, comme j'ai dit, on pouvait déjà, au niveau du filtre, tout à l'heure, on pouvait mettre un filtre pour faire que les communes de l'établissement public territorial, par exemple Vallée Sud Grand Paris, qui a genre 11 communes, donc ce serait allé beaucoup plus vite, là, la classe serait déjà terminée. On a voulu faire les 36 pour avoir un petit cas, et je me rends compte d'ailleurs que j'ai oublié de mettre la légende et l'échelle et la flèche du Nord, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous montrer un petit peu le potentiel de l'outil. Et donc là, on va aller par exemple dans le dossier lorsqu'il aura. Attendez, là, il a arrêté de mouliner. On va aller ici dans le dossier. Vous voyez que là, le truc est en cours de création. Mon ordi est en train de ramer. Mais ça va le faire. Là, on voit que ça a bien avancé tout de même. Et dès que la classe va sortir, on va l'afficher. Et donc voilà, avec cette première vidéo, comme vous avez pu le voir, on peut commencer à exploiter le potentiel de QGIS qui est très grand, très vaste. Sur ArcGIS, c'est également possible de le faire, mais sur ArcGIS, en fait, c'est un peu différent dans la mesure c'est le travail est encore plus mâché et en plus, c'est un langage un peu différent, un peu plus spécifique, même si dans tout ce que j'ai fait est réplicable sur ArcGIS, mais je trouve que c'est un peu plus simple de le faire sur ArcGIS, du coup, ça ne nécessite pas nécessairement de tutoriel là-dessus. Mais s'il y a besoin, j'en ferai un. J'ai toujours Argis qui est là, s'il y a besoin. Mais donc là, je vais déjà montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire, le potentiel avec QGIS. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, le temps que la classe sorte, c'est du coup, merci d'avoir regardé la vidéo qui est mine de rien un peu longue. Merci d'avoir regardé. Là, on voit que voilà, la classe est sortie, on va le consulter. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Twitch, parce que je vais faire une chaîne Twitch, donc pour notamment faire ce genre de production en direct, des tutoriels en direct, ou des cas pratiques de cartographie, ou de visualisation de données, ou voilà, de traitement, notamment sur Postgre, etc., PostGIS, si vous voulez. Et également, je vais mettre en commentaire, enfin en description, le lien vers
un projet cartographique, enfin un compte Instagram ou avec des amis à moi de ma promotion, nous gérons, on va dire, un compte où on fait des publications cartographiques. Donc, c'est des publications sur tout le monde entier, des cartes thématiques sur le monde entier. C'est très intéressant. N'hésitez pas à aller la voir. Ça s'appelle Cartatin, @carte_tatin sur Instagram. Et je vais aussi également mettre le nom, un lien vers ma boîte mail pro, si vous voulez envoyer des recommandations pour les travaux, ou mon LinkedIn, si vous voulez notamment me contacter ou me suivre sur les réseaux, afin de proposer d'autres tutoriels ou d'autres cas pratiques. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout type de projets futurs. Et donc voilà, on a un petit peu fait l'Atlas, on a fait le tour. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour un autre tutoriel. Merci. Au revoir.